Alors, effectivement, c'est une comète qui intrinsèquement est beaucoup plus active que les précédentes, même si à la surface, on ne voit pas beaucoup plus de glace. Et en fait, de la glace d'eau, il en a été détecté un peu sur le noyau de cette comète, mais en réalité, on en a découvert uniquement dans cette région-là, en haut à gauche, et qui correspond à une zone qui apparemment sort juste de la nuit. Et on pense qu'en fait, c'est une couche un peu de givre qui s'est déposée suite à la glace qui s'est échappée par et la vapeur d'eau du noyau de la comète, qui s'est déposée pendant la nuit et qui va tout de suite se rééchapper. Alors même sur un noyau qui paraît très différent des précédents, il n'y a quasiment pas de glace à la surface, mais il n'est pas loin sous la sous-surface. Donc ce survol a eu lieu donc, le 4 novembre 2010. Et alors, autre chose intéressante, quand on zoome un petit peu sur les images, non seulement les jets sont beaucoup plus marqués, mais en plus on a découvert des tas de points brillants là. Alors, il y avait un problème de mise au point sur l'imageur principal de la mission de la caméra chérie de la mission Deep Impact Epoxy, c'est qu'il était, bon, il n'était pas tout à fait au point, mais ça n'a pas empêché que, bon, d'ailleurs, ce qui permet de prendre des bonnes images et de distinguer en fait des points brillants qui sont liés à des points physiquement dans le champ de la caméra, par exemple de rayons cosmiques ou tout ça qui affecterait les détecteurs. Donc tout ce que vous voyez ici, qui sont des points qui sont un petit peu flous, sont des points réels, et probablement en fait des espèces de boules de neige qui sont tout autour du noyau de la comète, dont la dimension va varier de quelques centimètres à probablement jusqu'à 10 ou 20 cm de diamètre. Et même si vous remarquez, en suivant assez précisément ces images, bon c'est pas évident, mais par exemple il y en a un ici là, vous pouvez voir que d'une image à l'autre, on arrive à suivre certaines de ces particules. Et en fait, il y a près d'une centaine de ces boules de neige qui ont pu être suivies sur les images et qui donc sont des objets qui restent là pendant plusieurs heures, voire peut-être même plusieurs jours autour du noyau de la comète, qui ont plutôt tendance à être presque en orbite autour du noyau plutôt que s'en éloigner ou s'en rapprocher, parce que la sonde est quand même passée à 12 km par seconde près du noyau de la comète à une distance de 700 km, mais elle n'a pas frappé le moindre de ces boules de neige, sinon elle ne serait plus là pour le dire, quoi. Donc voilà, ça c'est nouveau, c'est la première comète autour de laquelle on découvre tout ce champ de neige, si on veut, qui entoure le noyau de la comète. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'une bonne partie en fait, de l'activité de la comète est liée à la sublimation du dioxyde de carbone, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va entraîner, en traversant un peu la surface du noyau de la comète, puisqu'il y a un peu de la profondeur, avec lui une grande quantité de matière, et notamment tous ces fragments, ces morceaux de glace ou de neige. Alors là, un petit peu en résumé maintenant, ce qu'on sait un petit peu des noyaux cométaires. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous le détailler un petit peu sur les différentes structures qu'on observe à la surface du noyau cométaire, mais vous pouvez remarquer que bon, ils sont vraiment très diverses. Donc, Temple 1 avec des zones lisses, des zones beaucoup plus cratérisées, Ville 2 complètement couverte de cratères, la comète Hartley 2 où on a un noyau qui est très actif puisqu'il sort des jets de gaz et de poussière un peu partout. Et vous voyez, bon, les dimensions relatives sont aussi très diverses. Hein. Hartley 2, c'est la plus petite des comètes survolées qui fait que 2 km de long, tandis que la comète de Halley faisait quasiment 15 km dans sa plus grande longueur. Alors, il y a à la fois des points communs, à savoir que ce sont tous des noyaux très sombres, dont la densité est probablement assez faible, certainement inférieure à 1 g par cm3, mais aussi ils sont tous très, très différents les uns des autres, de par leur forme et les structures à la surface. Alors, sans survoler les noyaux cométaires de près, on arrive aussi à prendre beaucoup de choses sur les comètes, hein, je dirais pratiquement en restant dans sa chaise. Alors, voici un exemple de mission type, enfin, c'est pas une mission, de phénomène type Deep Impact sans avoir besoin d'y aller. Ça s'est passé donc il y a maintenant bientôt 7 ans. C'est une autre comète de la famille de Jupiter, qui s'appelle 17 Peols, qui tout d'un coup a eu un énorme sursaut. En l'espace de 24 heures, sa luminosité a augmenté d'un facteur près de 500 000. Pour comparaison, c'est comme si tout d'un coup la pleine lune devenait aussi brillante que le soleil. Alors bon, elle n'était pas aussi brillante que ça, mais ça veut dire que la veille, il fallait un gros télescope d'au moins 50 cm de diamètre sous un ciel bien noir pour arriver à en prendre une image, et le lendemain, elle était visible à l'œil nu en plein Paris, quoi. Ah oui. Donc ça fait un sursaut considérable. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est probablement un peu le même phénomène que sur le noyau de la comète Temple 1 avec Deep Impact, c'est-à-dire qu'il y a eu un énorme nuage de glace et de poussière qui s'est détaché tout seul. Cette fois-ci, il n'y a peut-être pas eu besoin d'un projectile. Et en fait, quand cette glace en fait, s'est exposée au soleil, il y a eu un phénomène normalement, c'est-à-dire que comme la surface exposée au soleil a été beaucoup plus grande que la taille du noyau, qui lui-même ne fait que 3 ou 4 km de diamètre,
l'énergie absorbée a été plus importante et ça a permis de sublimer une grande quantité de grains de glace et puis d'augmenter la vitesse d'expansion du nuage. Et c'est ce qu'on voit sur ces images-là. Donc, ils sont un recueil d'images prises par les amateurs, notamment un qui a eu la chance de voir le début du sursaut dans la nuit donc du 23 au 24 octobre 2007, où on voit d'abord quelque chose qui devient de plus en plus brillant, et ensuite donc, ce nuage qui se répand dans l'espace à une vitesse de 1800 km/h, et qui, bon, après ça, fera donc une grande enveloppe de gaz et de poussière qu'on aura pu suivre jusqu'à ce qu'elle mesure plusieurs millions de kilomètres de diamètre. Là, une autre séquence d'images, donc comme vous voyez, bon, ça se dilue de plus en plus, parce que sur les premières images, on ne voit pas les étoiles parce que les temps de pause sont beaucoup plus courts, puis à la fin, il faut poser plus longtemps. Mais voilà, donc un nuage de glace et de poussière. Alors, ce qui est intéressant dans ces phénomènes où la glace et la poussière comme ça sont libérées en grande quantité, c'est qu'on accède un petit peu à l'intérieur du noyau des comètes. Parce que quand une comète, comme le cas de la comète Holmes, perd 3 ou 4% de sa masse, ce n'est pas uniquement de la glace qui sublime à la surface. C'est une partie, on arrive à un cube quasiment de 1 km de côté qui s'échappe, donc on accède vraiment à la composition, je dirais, interne de la comète. Alors un autre exemple que je voulais vous montrer, donc de comète qui est aussi, là c'est un peu pour illustrer la fragilité, donc se désintègre. Vous avez peut-être tous suivi ça, cette actualité, donc il y a quelques mois, donc c'est la comète Lison là, qui a eu un maximum de brillance quelques heures, une douzaine d'heures avant le passage au plus près du Soleil. C'était en fait son 3e sursaut. Et en fait, cette comète s'est complètement désintégrée en se rapprochant du Soleil, et ça s'est passé un peu en 3 fois. Et on voit quelque chose qui survit après le passage près du Soleil, donc en fait, mais qui n'est qu'un nuage de poussière qui a en partie survécu parce qu'une partie ont été sublimées et qui va se dissiper très rapidement. Mais bon, il faut savoir que bon, cette comète, comme elle a été très suivie, on a pu mesurer la quantité de matière qui s'échappait à chacun de ces sursauts. Et avec ça, tout le monde concorde à dire qu'en fait, c'était un objet assez petit qui devait faire au maximum 600 à 700 mètres de diamètre, quoi. Alors après ça, je vais vous parler un petit peu de physique, de la composition des comètes. Donc, juste en passant, je vais vous montrer une autre comète qui s'est cassée, qui est la comète Shannon-Wachmann 3, et justement qui va un petit peu vous montrer, comme vous verrez sur les diapositives suivantes, que tout l'intérêt d'étudier des comètes qui sont en train de se briser. Donc celle-ci, elle s'est brisée en 1995 et en 2006, on a eu la chance, après 2 tours près du Soleil, qu'elle passe très près de la Terre. Donc on a pu observer différents fragments, notamment, vous l'avez en haut à gauche, là, à votre droite, le principal fragment qui est le noyau, qui a dû perdre peut-être quelques pourcents de sa masse, qui s'est dispersé en formant d'autres comètes. Vous avez le fragment d'IB ici, qui lui faisait peut-être que 400 mètres de diamètre, qui continue à se fragmenter, puis d'autres fragments. Et ce qu'on a fait, c'est comme on avait une comète en plusieurs morceaux, certains qui se fragmentaient, d'autres qui étaient le noyau originel, on a essayé de mesurer un petit peu la composition respective des fragments. Alors voilà, je vous montre justement le noyau B ici qui est en train de se fragmenter, là-bas le noyau G. Et alors là un exemple de mesure. Donc en bas, vous avez ce qu'on appelle l'abondance, c'est-à-dire la quantité d'une molécule par rapport à l'eau dans la comète, le fragment B. En vertical, j'ai mis la même quantité d'un fragment C pour une douzaine de molécules. Donc, si on voit même en animal à lire, il y a l'acide cyanhydrique, le méthanol, etc. Et comme vous voyez, quasiment à la certitude près, tout s'aligne exactement sur la diagonale. Ça veut dire que l'abondance d'un élément dans un noyau de la comète, le noyau C, est exactement la même que dans le noyau B. Et c'était le cas donc, pour cette douzaine de molécules. Et on a pu également faire des mesures dans un autre fragment, qui est le fragment G, on a retrouvé exactement la même composition. Et je peux vous dire que sur les 40 comètes et quelques qu'on a observées jusqu'à présent, dans lesquelles on mesure ces molécules, il n'y a aucune comète sur laquelle on trouve exactement cet alignement en les comparant 2 à 2, à part ces 2 fragments. Ce qui montre bien que cette comète, en fait, est très homogène en composition, puisqu'il y a un morceau de la comète qui révèle un petit peu la nature intérieure du noyau de la comète, a exactement la même composition que ce qui s'en échappe quasiment de la surface. Donc ça, c'est déjà une chose intéressante qui va valider éventuellement l'intérêt d'observer les comètes à distance par rapport à éventuellement aller faire des forages sur place pour voir quelle est la composition interne des comètes. Alors justement, je vais vous parler de la composition des glaces cométaires, puisque c'est ça qui nous intéresse finalement, c'est savoir à partir de quoi on a formé les planètes et quels sont les éléments qui ont pu être apportés par les comètes sur les planètes il y a 4,5 milliards d'années. Donc, on fait ça
quand on est à distance avec des grands instruments comme des radiotélescopes, donc je pointe ici un exemple, le radiotélescope de 30 mètres de IRAM ou le radiotélescope de Nancy dont je vous ai déjà parlé, qui permet de mesurer la quantité d'eau qui s'échappe des comètes en observant un morceau de la molécule d'eau qui est radical OH. Donc avec ça, depuis maintenant une dizaine d'années, on a observé un grand nombre de comètes. Voici un exemple, c'est le genre de données sur lequel je travaille, donc les spectres, c'est peut-être pas très passionnant à regarder au premier abord, mais sur ce genre de données, en fait, on arrive à détecter l'émission d'une dizaine de molécules et caractériser pour chaque molécule la quantité de molécules qui s'échappent chaque seconde de la comète. On dispose en fait d'une très grande résolution spectrale, ce qui permet même au passage de mesurer la vitesse à laquelle les molécules s'échappent de la comète. Donc grâce à l'effet Doppler, sur cet exemple-là, on peut voir que le gaz s'échappe à 1 km par seconde du noyau de la comète. On utilise aussi des télescopes qui permettent d'observer en infrarouge. Quel est l'intérêt de la radioastronomie et de l'infrarouge?